Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Casablanca au Maroc dans le cadre de la 4e édition du Forum international Afrique Développement. Un forum qui vient de débuter. La cérémonie d'ouverture est actuellement en cours. Nous allons donc vous permettre de vivre cette cérémonie en direct et débuter tout d'abord par le discours de Mohamed El Kettani, le président du groupe Attijari Wafa Bank. Et on se retrouve juste après sur ce plateau. Merci pour votre présence. Voici une année, nous avons pris l'engagement devant vous de tenir notre forum à une cadence annuelle, et ce en réponse aux fortes sollicitations de nos opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers de tenir cette promesse et de répondre à votre demande en vue de démultiplier les opportunités d'échange, d'investissement et franchir une nouvelle étape dans notre intégration Sud-Sud. Vous êtes ainsi plus de 2400 opérateurs économiques inscrits aux 2 journées de travail de ce forum, représentant près de 29 pays à avoir fait le déplacement à Casablanca dans 24 pays africains. Je suis convaincu que vos rencontres nous permettront ensemble de saisir de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement à l'issue de 4500 rendez-vous B2B qui sont programmés tout au long de ces 2 journées. Depuis sa création, notre forum aura rassemblé 5500 opérateurs économiques et favorisé plus de 13 000 rendez-vous d'affaires, ce qui constitue pour le groupe Attijari Wafa Bank un motif de fierté et renforce d'année en année notre détermination à poursuivre nos efforts sur le terrain à vos côtés. Je vous annonce également la création effective de notre club Afrique Développement qui permettra de vous accompagner tout au long de l'année dans la découverte de nouveaux horizons d'investissement et viendra pérenniser les acquis de notre forum à travers les multiples services offerts à ses adhérents en vue de faciliter vos affaires et vos projets de développement. Enfin, je tiens à saluer notre partenaire Maroc Export avec lequel nous co-organisons. Nous consolidons notre partenariat à l'occasion de cette 4e édition du Forum Afrique Développement et à qui je souhaite rendre hommage pour son engagement constant dans la promotion de la coopération Sud-Sud à travers de fructueuses missions d'accompagnement des opérateurs économiques dans la découverte des opportunités d'affaires dans les pays frères, mission auxquelles le groupe Attijari Wafa Bank a régulièrement l'occasion de s'associer. 8 ans après la crise financière de 2008, le monde n'a pas encore retrouvé le chemin d'une croissance forte et durable et doit faire face à de multiples enjeux. En effet, les cours du pétrole en baisse de plus de 50% depuis janvier 2015, sous l'effet d'une suroffre pétrolière chronique et de nouvelles réalités géopolitiques, mettent sous pression les budgets de nombreux pays pétroliers et produisent des effets déflationnistes dans un environnement de faible croissance. La Chine, longtemps locomotive de la croissance mondiale, est entrée dans une nouvelle phase de son développement avec un modèle économique en pleine transition, de l'industrie vers les services, de l'investissement vers la consommation et de l'export vers le marché intérieur. Les conséquences du ralentissement chinois sur la croissance mondiale, et notamment les cours des matières premières, sont immédiates et suscitent nombre d'interrogations, voire d'inquiétudes de la part des investisseurs. Depuis le début de cette année, la nervosité des marchés financiers se traduit par une explosion de la volatilité, une forte correction des marchés boursiers internationaux et un repli vers le cash et les titres souverains. Les pays émergents doivent faire face à une dégradation économique et financière avec des récessions sévères au Brésil et en Russie, moins 3,8% et moins 3,7% en 2015, et une sortie massive de capitaux produisant dévaluation monétaire et dégradation des notations risque-pays. Les mesures d'assouplissement monétaire non orthodoxes opérées par les banques centrales, particulièrement en Europe, conduisent à une situation inédite de taux nuls, voire négatifs, sans pour autant pouvoir faire repartir les investissements, la consommation et la croissance. Si bien que le FMI, au cours des 6 derniers mois, a dû revoir à 3 reprises à la baisse ses prévisions de croissance et des échanges commerciaux mondiaux qui sont estimés à 3,4% à fin janvier versus 3,8% en juillet 2015. Plus récemment, le 18 février dernier,
l'OCDE vient d'abaisser une nouvelle fois les prévisions de croissance mondiale à 3%, contre 3,3% initialement. Notre forum intervient donc dans un contexte international de forte turbulence et d'incertitude. Néanmoins, nous vivons également une époque de transition et de changement profond, porteur d'opportunités. Premièrement, une quatrième révolution industrielle est en train de naître, portée par le digital, la robotique, l'Internet des objets, le big data ou encore la réalité augmentée. Cette révolution est déjà en marche et commence à transformer radicalement les modèles économiques dans les domaines de l'industrie, de la finance ou encore des services. Dans cette nouvelle économie de la connaissance, l'innovation technologique, l'apprentissage tout au long de la vie, l'adaptation au changement et l'esprit d'entreprise constitueront les conditions clés de succès. Deuxième élément, de nouveaux blocs économiques se mettent également en place afin de régénérer les possibilités de croissance. L'accord de partenariat transpacifique signé en date du 4 février 2016 par 12 pays, incluant les États-Unis et le Japon, va ainsi permettre, une fois ratifié, de créer la plus vaste zone de libre-échange au monde, représentant 40% de l'économie mondiale. Dans son discours fondateur, prononcé à Abidjan en février 2014, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avait déclaré, je cite Sa Majesté, « Le développement durable du continent africain exige que la créativité et le dynamisme du secteur privé se concentrent sur des domaines porteurs comme l'agriculture, l'industrie, la science et la technologie et le développement des infrastructures. Cela reste tributaire de la libération des potentialités et du renforcement de l'initiative privée, ce qui présuppose l'existence d'un secteur public efficace, porteur et compétent. » Sa Majesté le roi. En effet, dans un environnement international aussi troublé, l'Afrique ne peut plus se contenter d'un statut de relais de croissance porté par des facteurs tels que son dynamisme démographique, l'émergence des classes moyennes, le développement de la consommation privée ou encore l'abondance des ressources naturelles. L'Afrique change et doit changer encore davantage. D'ores et déjà, nous voyons plusieurs évolutions encourageantes à l'œuvre. De plus en plus d'États africains se dotent de visions sectorielles structurées, matérialisées par des plans chiffrés et des projets d'investissement ciblés dans tous les domaines donnant confiance et visibilité aux opérateurs économiques. La valorisation des ressources naturelles, la colocalisation ou encore le local content figurent dans l'agenda des décideurs publics en vue de capter une meilleure valeur ajoutée locale, assurant création d'emplois et transfert d'expertise. Mais nous devons alors encore aller plus loin. L'organisation d'un décollage économique durable de notre continent implique de mener à bien plusieurs réformes et initiatives décisives à même de libérer les énergies. La constitution de blocs économiques régionaux de libre-échange, cohérents et intégrés, à même de démultiplier les opportunités d'échange et d'investissement intra-africains. L'investissement massif dans le capital humain et la mise à niveau des systèmes éducatifs, en partenariat et en réponse aux besoins du monde de l'entreprise. La poursuite des efforts en matière de gouvernance et de partenariat public-privé pour la mise en place d'un cadre propice au développement des infrastructures ou encore l'encouragement de l'épargne longue à travers la réforme des marchés financiers, condition indispensable pour mobiliser des ressources financières africaines de long terme susceptibles de répondre aux besoins d'investissement en infrastructures, de renforcer l'autonomie financière tout en assurant une coopération intelligente avec les bailleurs de fonds internationaux. Nous avons décidé de dédier cette 4e édition du Forum Afrique Développement à des thématiques cruciales: agriculture, électrification, entrepreneuriat. En effet, dans des pays africains où l'agriculture constitue le premier secteur de l'économie, avec 25% du PIB, où 63% de la population vit dans le monde rural et subsiste grâce à l'agriculture, la prise en charge de ce secteur s'avère décisive pour envisager une croissance inclusive, réductrice des inégalités, tout en réussissant le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture moderne. L'électrification du continent
constitue un autre atout, un autre enjeu majeur. Près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès au réseau électrique et les taux d'électrification moyens des pays subsahariens ne dépassent guère les 20%. Nous formulons ainsi le vœu que cette 4e édition du Forum Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et permettra de donner lieu à des initiatives audacieuses et des partenariats porteurs d'avenir. Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Monsieur Aziz Arnouch. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs représentants des institutions nationales et internationales, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous à l'occasion de la 4e édition du Forum international Afrique Développement, placé cette année sous le thème Agriculture et l'électricité, mobiliser les énergies. J'aimerais remercier Attijari Wafa Bank et Maroc Export pour cette belle initiative. Nul ne saurait contester qu'au cours des dernières décennies, notre continent a fait des progrès importants en matière de croissance économique. Néanmoins, il demeure unanimement reconnu que beaucoup reste à faire, et notamment dans les domaines de l'agriculture, le développement rural et de la sécurité alimentaire. Car nous ne pouvons accepter qu'une personne sur 3 en Afrique souffre de la faim. Nous ne pouvons cautionner que plus de 200 millions de personnes soient exposées à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Et nous ne saurions tolérer que la seule région du monde qui, durant les dernières années, a connu une régression en matière d'offres alimentaires par habitant soit l'Afrique. Et nous savons trop bien que la bataille contre l'insécurité alimentaire doit être gagnée en Afrique. Et gagner cette bataille nécessite que l'on renforce la coopération de manière générale et la coopération sud-sud, en particulier pour le développement de nos agricultures. Le Maroc y a toujours été engagé. Excellences, Mesdames et Messieurs, cet engagement fort du Royaume pour la coopération sud-sud dans le domaine agricole et alimentaire en Afrique prend sa source dans l'expérience accumulée autour de l'initiative nationale du plan Maroc vert lancé en 2008 sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une nouvelle révolution verte qui a mis l'investissement au cœur de sa stratégie et qui repose sur 2 piliers. Le premier porte sur la modernisation de notre agriculture à travers la dynamisation des pôles de haute valeur ajoutée. Le second pilier vise à un développement solidaire de l'agriculture familiale en vue de son intégration à terme dans le système économique. Pour y arriver, la reconversion de 1 million d'hectares de cultures extensives vers l'arboriculture permettra l'augmentation des revenus des populations rurales de façon pérenne. Ainsi, rompant avec les dichotomies du passé, cette stratégie tend à la fois à moderniser notre agriculture et à intégrer l'agriculture familiale dans notre système économique. Vecteur essentiel de la stratégie, l'investissement a dès le départ toujours été mis au cœur de l'équation du plan Maroc vert. C'est ainsi que l'investissement public et privé a augmenté en moyenne de 14% par an depuis 2008. Par ailleurs, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux nous accompagnent avec des financements atteignant plus de 23 milliards de dirhams en matière d'offres agricoles. Celle-ci est bâtie sur des investisseurs nationaux et internationaux. Pour les stimuler, nous mettons d'ailleurs régulièrement du foncier à la disposition à travers les partenariats publics-privés, les opportunités aussi d'agrégation des terrains agricoles ou encore les agropoles
plateforme industrielle dédiée à la valorisation, à la commercialisation des produits agricoles. Après, Excellences, Mesdames et Messieurs, après 8 ans de mise en œuvre, le plan Maroc vert a d'ores et déjà changé le visage de l'agriculture marocaine. Des sauts significatifs ont été réalisés dans l'utilisation par les agricultures de tous les facteurs de production. Ainsi, notre taux de mécanisation est passé de 5 à 7 tracteurs pour 1000 hectares, soit plus 36%, qui est la norme de la FAO en la matière. L'utilisation des semences certifiées a connu un taux d'amélioration de 66%, 1,5 million de quintaux actuellement, contre seulement 700 000 quintaux comme moyen entre l'année 2005 et 2007, qui sont les années de référence avant le lancement du plan Maroc vert. L'utilisation des engrais qui a connu aussi une amélioration importante pour atteindre 95 kg à l'hectare actuellement, soit une hausse de 36% par rapport à cette année de référence. Au-delà des résultats en matière des facteurs de production, j'aimerais également citer 4 autres résultats intéressants obtenus à cette date. En premier lieu, notre production agricole a augmenté de 43%, entraînant une augmentation de 14% de la disponibilité alimentaire par habitant. À titre d'exemple, la filière oléicole est passée de 760 000 tonnes en 2008 à une prévision de 1 400 000 tonnes pour la campagne en cours, soit plus 84%. Et la filière des agrumes, il est passé de 1,3 million de tonnes en 2008 à 2 millions de tonnes pour la campagne actuelle, soit 65% d'augmentation. En matière de gestion efficiente de la ressource en eau, nous sommes passés de 160 000 hectares équipés en irrigation localisée goutte à goutte à peu près 450 000 hectares aujourd'hui pour un objectif à l'horizon 2020 de 550 000 hectares que nous atteindrons plus tôt que prévu. En ce qui concerne les résultats en matière sucrière, la production des sucres blancs à partir des plantes locales, canne et betterave à sucre, a fortement progressé pour atteindre 510 000 tonnes, soit un taux de couverture de 41%, contre 29% comme moyenne des 5 dernières années. Quant à la betterave, celle-ci est entièrement cultivée en monogerme, c'est-à-dire en semences sélectionnées, avec aujourd'hui un rendement à l'hectare de 70 tonnes à l'hectare, rapprochant ainsi notre pays des standards européens. Quant à l'export, il a progressé de 26% depuis 2008, consolidant ainsi le label Maroc sur les marchés mondiaux grâce à des produits phares comme la clémentine, les tomates, les capres ou encore les fraises. En ce qui concerne la campagne en cours, caractérisée par un retard important de pluviométrie, il permet de constater les apports en matière de résilience que le plan Maroc vert a apporté à l'agriculture nationale. Ainsi, selon nos estimations, la valeur du PIB agricole devrait cette année encore se maintenir au-dessus du seuil de 100 milliards de dirhams que nous avons dépassé dès 2009. Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ministres, aujourd'hui et comme par le passé, le Royaume du Maroc reste engagé sous le leadership précurseur de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à partager avec les pays africains frères son expérience et savoir-faire dans le renforcement d'une coopération sud-sud agricole ambitieuse. À ce titre, sur les 3 dernières années, nous avons lancé des projets de coopération agricole avec des pays africains frères qui voulaient bénéficier du retour d'expérience du plan Maroc vert. Je citerai à cet égard l'exemple de la coopération maroco-malienne pour le développement de la filière bovine. Il est constitué de 3 axes: la formation des techniciens inséminateurs au Maroc, la création de 5 circuits d'insémination artificielle au Mali et l'appui aux organisations professionnelles pour la gestion du programme d'insémination. De plus, lors du 7e assise de l'agriculture en 2014 et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, j'ai eu l'honneur et le plaisir de concrétiser la création du fonds fiduciaire qui sert aujourd'hui le levier financier de la coopération sud-sud tripartite Maroc, FAO et pays bénéficiaires. Ces fonds sont destinés
à aider les pays africains qui en font la demande en vue d'accroître durablement leur productivité agricole, d'améliorer leur sécurité alimentaire et renforcer leur résilience face aux menaces. L'expérience du Maroc est citée aujourd'hui afin de renouveler l'appel à plus de coopération, à plus de solidarité et à plus d'optimisme. J'ai espoir que cette quatrième édition du Forum Afrique Développement marque une étape décisive dans notre engagement commun à réduire la fracture agricole mondiale, gage de toute sécurité alimentaire, à travers une coopération renforcée sud-sud entre nos pays frères africains. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons poursuivre cette cérémonie d'ouverture et je vous propose d'accueillir Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, Monsieur Salah Eddine Mezouar. Venez, Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Désolé pour le retard, mais je suis encore en décalage. Et comme l'a dit mon ami Moulay Hafid, il m'a dit tu commences par dire merci de m'accueillir à Casablanca. Et naturellement, je suis très heureux de prendre part à ce forum. Toutes mes félicitations à Si Mohamed Kettani, à l'équipe de Tijari Wafa Bank, à Maroc Export et à tous ceux qui ont veillé à ce que ce forum devienne un lieu de rencontre, un lieu de partage, mais aussi un lieu d'ambition. Je sais que à travers les 3 précédentes éditions, et on est à la 4e, beaucoup de choses ont été réalisées et je dirais que la balle n'est plus aujourd'hui véritablement entre les mains des politiques, elle est entre les mains des acteurs économiques, des vrais acteurs qui font que les ambitions qui sont marquées par nos leaders deviennent une réalité. L'histoire du Maroc et de l'Afrique est une belle histoire qui est en train de se construire. Mais je ne dirais pas le Maroc et l'Afrique, je dirais la belle histoire de l'Afrique. Le XXIe siècle a démarré avec une présence africaine, une ambition africaine, une croissance africaine. C'est la deuxième après celle de l'Asie. En même temps, le monde est en train de vivre de grands changements. Il est évident que les 20-30 prochaines années seront des années totalement différentes. Le monde sera différent. Et dans ce nouveau monde, il est clair et admis que l'Afrique sera un des continents qui donnera ce nécessaire dynamisme à l'évolution de l'humanité et qui marquera aussi ce changement, cette mutation du monde. C'est pour cela que nous avons une belle histoire avant, mais nous avons aussi une belle histoire pour l'avenir. Et cette belle histoire, c'est ce que nous sommes en train de construire. Notre continent bouge. Il a des élites exceptionnelles qui n'ont rien à envier à personne, des élites déterminées, une population exigeante, mais des problèmes à résoudre. Mais aussi des leçons à tirer de l'histoire. Le XXe siècle a été celui des indépendances.
On a mis beaucoup de temps pour sortir de ce que le colonialisme et les occupations ont laissé. Le panafricanisme a fait son chemin. Et aujourd'hui, nous sommes des continents, des pays, des peuples qui veulent avancer en toute indépendance et en s'émancipant. C'est le début de la vraie histoire de renaissance d'un continent qui a besoin, et dont ses populations ont besoin, de voir des leaders capables d'avoir une vision d'émancipation réelle, de reconstruction, mais également de capacité à transformer les réalités. Et transformer les réalités, c'est ça qui fait la différence entre les beaux discours qui ont accompagné les indépendances et le XXe siècle et le discours du réalisme et de l'effectivité. Ce que nous proposons dans notre démarche, sous le leadership de Sa Majesté, est de sortir de l'afropessimisme, de la croyance que nous ne sommes pas capables de transformer notre réalité et de construire notre avenir, pour aller dans un cadre de partenariat et de partage vers la reconstruction ou la construction de notre avenir et de notre destin. Depuis quelques années, nous sommes en train de vivre des choses intéressantes sur le terrain. Ces différents partenariats que le Maroc, avec les pays africains frères, a mis en place sont des partenariats qui commencent à démontrer leur effectivité et démontrer leur efficacité. Contrairement à ce que certains ont prétendu, le Maroc n'est pas venu avec ses grosses bottes pour s'imposer ou pour prendre la place de qui que ce soit. Le Maroc est parti vers ses frères et sœurs africains pour parler le langage du cœur, mais aussi pour construire l'avenir, avec la confiance nécessaire dans nos capacités respectives et dans la confiance qu'on est capable ensemble de bâtir des choses et d'avancer sur la construction réelle de notre avenir. Le partage d'expérience est un mot qui revient souvent. Mais partager une expérience, ça veut dire que c'est une expérience qui a fonctionné et qui a une capacité d'ancrage sur le terrain dans lequel elle veut se faire et se mouvoir. Et donc ce partage d'expérience a tout son sens. Nous le faisons à partir de notre vécu, mais qu'on ne se méprenne pas, le Maroc également apprend à travers l'expérience des autres, de ces pays partenaires africains. Nous apprenons également à travers leur vécu, leur expertise, leur expérience, et nous essayons de faire de sorte que cet échange d'expertise et d'expérience puisse donner le meilleur résultat. Nous parlons du développement humain, parce que le développement humain est incontournable pour redonner confiance aux populations et pour démontrer aussi que nos politiques publiques, que nos stratégies touchent les populations et vont vers les populations. On parle souvent de développement inclusif, un développement durable, mais ça n'a de sens que quand il est traduit sur le terrain par des choses concrètes. Nous parlons des défis de la sécurité alimentaire. Elle est fondamentale. La thématique d'aujourd'hui, de ce forum, est une thématique qui a tout son sens. On sait que l'humanité
en termes démographiques, progresse. Nous sommes en train de parler à un horizon de 20-30 ans de 9-10 milliards de population dans le monde. On sait que l'un des greniers du monde va être l'Afrique. Alors quand on parle de stratégie et quand on parle de capacité de construire l'avenir, c'est déjà se projeter sur l'avenir et commencer à bâtir les fondements pour que cette opportunité qu'offre le monde à travers son évolution démographique et ses mutations puisse profiter aux populations et aux pays. Ça, c'est le nœud de ce qui doit être fait et des modalités de fonctionnement aussi bien des politiques publiques que des acteurs. Et c'est dans ce sens-là que le partenariat public a tout son sens. Il a tout son sens pour ça. Il a tout son sens pour l'électrification, qui était aussi un sujet d'aujourd'hui. Mais quelle électrification? Doit-on reproduire le modèle du 19e et du 20e siècle? Ou doit-on profiter de cette opportunité que nous offre l'histoire pour aller vers quelque chose qui est plus adapté avec nos ressources et plus adapté avec l'avenir du monde? Tout le monde parle d'environnement aujourd'hui. Le Maroc va abriter la 22e COP. La 21e n'aurait pas pu réussir si le groupe des Africains et les pays africains ne s'y étaient pas investis, n'avaient pas pris des engagements, n'avaient pas contribué à la réussite de la COP 21. Et nous voulons faire de la COP 22 la COP de l'Afrique, la COP des États du Pacifique, la COP de ceux qui sont les plus menacés par les changements climatiques et les risques liés au climat. Et nous avons beaucoup d'ambition en tant que pays pour commencer à matérialiser réellement des projets. L'accord de Paris était un accord historique, mais on ne peut pas rester dans la logique de l'accord tel qu'il a été conçu, réalisé. Parce que pour l'opinion publique internationale et mondiale, l'accord est déjà terminé, les pays ont tous approuvé, mais il y a encore le processus d'approbation durant toute l'année. Et donc, le monde attend de la COP22 un début de réalisation. Et nous voulons faire de la COP22 la COP du concret, la COP du début de réalisation, la COP de clarification et de mobilisation de financement. Tout le monde parle des 100 milliards, elles sont opaques. Il faut les rendre transparentes et claires. Il faut faire de sorte que cette dynamique puisse engendrer des opportunités pour les acteurs que vous êtes, pour que ce changement climatique, cette ambition du monde pour vivre dans un climat qui respecte la nature, qui respecte l'avenir et les équilibres, soit une opportunité pour tout le monde. Beaucoup de défis pour nous, mais beaucoup d'opportunités. Je suis convaincu qu'à travers ce type de forum, nous allons pouvoir continuer à aller vers le concret. Plus on est concret, plus on va réussir et réaliser notre ambition partagée et commune. Et notre ambition, c'est quoi? C'est de faire du partenariat Sud-Sud un partenariat gagnant. Attention les amis, ce n'est pas un slogan, le partenariat Sud-Sud. C'est une nécessité, une exigence pour les équilibres futurs du monde. Si nous ne réussissons pas dans notre capacité à construire un partenariat Sud-Sud solidaire et fort, le monde restera déséquilibré. Ce n'est pas un discours qui exclut les autres. Quand je parle du partenariat Sud-Sud, il est nécessaire parce que nous avons des choses à partager et à construire ensemble. Mais nous avons aussi, à travers ce partenariat, à construire le nouveau partenariat.
avec le Nord, avec les pays développés. Il faut que les équilibres reviennent. Le déséquilibre est porteur de misère. Le déséquilibre est porteur de désespoir. Le déséquilibre n'apporte pas d'espoir pour les jeunes et pour l'humanité. Nous connaissons les défis de notre continent. Ils sont énormes. Ceux de la jeunesse, de la démographie. C'est des sujets très sérieux, extrêmement sérieux. Et donc, on ne veut pas que notre continent soit un problème pour le monde. On veut que notre continent soit une solution pour le monde. Et donc, partant de là, il est fondamental que nous comprenions que ce que nous avons à faire, acteurs politiques, publics, mais également acteurs privés, dans une compréhension, dans un échange et une vision partagée, est fondamental. Et nos rapports avec le Nord ne peuvent être que des rapports sereins et responsables. Les drames que nous voyons aujourd'hui, de déplacements humains, mais également la pression qui viendra de l'Afrique demain, s'il n'y a pas de solution à la jeunesse, seront autant de drames pour l'humanité et autant de fractures qui vont toucher le monde et qui vont toucher notre espace et qui vont toucher notre continent comme nos relations avec les autres. Donc, il est fondamental de comprendre que nous avons un vrai challenge à relever dans l'esprit de responsabilité, dans la capacité à impacter notre présent et notre avenir, à donner confiance à nos populations, à nos pays, à stabiliser également notre continent, traversé aujourd'hui par une multitude de menaces. Elles sont multiples et nombreuses. Et donc, ces défis-là, nous devons, nous, politiques, les assumer, et vous, acteurs économiques, à faire de sorte que l'on puisse rendre de l'espoir, de l'effectivité, la transformation des réalités, la capacité à créer de la richesse, la capacité à travailler ensemble et la capacité aussi à démontrer que nous avons amplement la capacité et les moyens de transformer nos réalités, de nous assumer, d'assumer notre avenir. Je vais m'arrêter là parce que je déborde. Je vous laisse conclure. Vous avez conclu. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.